Monsieur le ministre, nous en venons à la discussion générale et la parole est à monsieur Boris Vallaud. J'ai 5 minutes, monsieur le président. 10 minutes. Je crois que c'était 5. Ah bon, formidable. Non, mais je très bien. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de loi part d'un constat. La mondialisation est devenue à bien des égards déloyale. L'économie s'est dangereusement financiarisée et le changement climatique menace comme jamais. Et face à ces dérives, à ces menaces, nous devons opposer la loyauté des rapports économiques, le respect de la dignité humaine, le progrès et la prospérité partagée, ainsi que la protection résolue de l'environnement. Au fond, construire un nouvel âge de la mondialisation conforme à nos valeurs. Pour y parvenir, la puissance publique, bien sûr, doit se mobiliser, mais elle doit aussi compter sur la société civile et, parmi cette société civile, sur une force de transformation considérable, les entreprises. Les entreprises participent à la transformation du monde, souvent pour le meilleur, parfois aussi pour le pire, lorsqu'elles entrent en concurrence directe avec les États en termes de production de normes ou d'allocation des ressources, ou lorsqu'elles se livrent à des pratiques actionnariales, managériales, fiscales, environnementales ou sociales abusives. Cette proposition de loi, je veux le dire avec force, est avant tout un acte de confiance considérable dans les entreprises, comme opérateurs économiques, comme acteurs éthiques, comme responsables du nécessaire changement du monde. Cette proposition de loi est le fruit d'un travail ancien. La réflexion n'est pas née le 5 octobre dernier ou à la faveur des consultations lancées par le gouvernement. C'est le travail ancien d'acteurs de la société civile, de chercheurs, de chefs d'entreprise, de syndicalistes. C'est une approche résolument moderne qui fait le pari de l'entreprise responsable, du dialogue social et de la codétermination comme levier d'innovation, de performance économique, de création de valeur. Et nous avons la conviction que dans un monde fini, la compétitivité aura comme déterminant des déterminants économiques, sociaux et environnementaux. Cette proposition de loi s'inscrit dans un travail ancien, engagé depuis plusieurs années, notamment par notre collègue Dominique Potier, lequel, grâce à cette pugnacité, a permis à la France de se doter d'une législation particulièrement innovante, aujourd'hui regardée avec intérêt partout dans le monde. J'évoque la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard de l'ensemble de leurs sous-traitants. Cela montre que nous pouvons agir. Cela nous commande d'agir. C'est d'ailleurs le propre de la politique que de permettre aux hommes et aux femmes de définir les valeurs et de fixer leurs idéaux pour faire advenir une société qui promeuve, qui permette l'émancipation de toutes et de tous et considère la dignité de chacune et de chacun. C'est au fond l'objet de cette proposition de loi qui donne d'abord une définition radicalement nouvelle de l'entreprise au XXIe siècle. Désormais, la société ne sera pas seulement constituée dans l'intérêt partagé de ses actionnaires, mais gérée conformément à l'intérêt de l'entreprise en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. Cette modification du Code Napoléon porte en elle, je le dis sans excès, une révolution, en incitant les dirigeants à internaliser les externalités négatives. En effet, les entreprises ne sont pas hors sol. Les très grandes entreprises essayent parfois, et depuis des années déjà, de mettre en concurrence non seulement les hommes et les femmes, mais aussi les territoires, et agissent comme si les biens communs dont elles bénéficiaient pouvaient être instrumentalisés et épuisés en toute impunité. Internaliser les externalités négatives, c'est faire des entreprises des entités plus conscientes de leurs responsabilités, du simple fait des conséquences de leurs choix et de leur activité. Ce n'est pas leur imposer de manière arbitraire de nouvelles normes, de nouvelles obligations. C'est à l'inverse, leur donner plus de puissance dans le nouvel ordre mondial. Alors que le droit ignore l'entreprise et ne connaît que la société, et que l'économie ignore la société et ne connaît que l'entreprise, cette proposition de loi, pour la première fois sans doute, est la première à penser la relation entre la société et l'entreprise. Cette proposition de loi institue également une codétermination que nous avons qualifiée de codétermination à la française. En effet, les entreprises sont des communautés humaines, des collectifs de travail, mais aussi le lieu de la démocratie sociale.
Et c'est une conception d'un autre âge que de considérer uniquement comme l'entreprise comme un outil au service de la rémunération de ses actionnaires. En renforçant la présence des administrateurs salariés dans les conseils d'administration d'une part, en accordant un droit de vote triple aux actionnaires de long terme d'autre part, cette proposition de loi revient sur une lente dérive ayant conduit au fil des années à une suprématie actionnariale aux conséquences délétères. Déformation du partage de la valeur ajoutée au bénéfice des actionnaires, court-termisme des marchés au détriment des stratégies industrielles, sous-performance économique et sociale préjudiciable aux salariés, au territoire et finalement à l'entreprise elle-même. Cette proposition de loi, elle revient fondamentalement sur deux idées fausses, sur deux idées datées. La première, c'est celle selon laquelle l'actionnaire serait le propriétaire de l'entreprise. Il n'est propriétaire que d'actions qui sont des droits de créance auxquels sont attachées des prérogatives limitativement déterminées par la loi. La seconde idée que nous contestons, c'est l'idée selon laquelle l'actionnaire serait le seul à être exposé à un risque dans l'entreprise. D'autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés, sont aussi exposés, ce qui nous fait dire que l'entreprise est un bien commun. Mais le patron du MEDEF dit-il autre chose lorsqu'il fait de ses salariés la principale richesse de son entreprise. La création de valeur est le fruit de l'investissement de l'ensemble des personnes qui collaborent au sein d'une entreprise, qu'il s'agisse de l'investissement en capital ou de l'investissement en travail. La démocratie sociale requiert des codécisions organisées par des procédures qui équilibrent les pouvoirs, mais aussi grâce à l'accès à une information de qualité. C'est pourquoi cette proposition de loi aussi ouvre droit pour les administrateurs à une information élargie, en particulier s'agissant des stratégies fiscales des entreprises qui devront faire l'objet d'un reporting devant les instances représentatives. Le Paradise Paper témoigne de la mise en cause de la puissance publique dans ses ressources et dans son autorité, et il est temps d'agir. Cette proposition de loi institue encore une double notation, mesurant performance économique et performance sociale et environnementale, par la création d'un indicateur public synthétique. En effet, il nous paraît important que toute société, les consommateurs, les investisseurs, les citoyens, les élus, puissent également disposer d'informations complètes sur les entreprises. Cette proposition de loi, enfin, pose le principe d'un écart maximal de rémunération dans l'entreprise, dont j'ai compris qu'il ne suscitait pas l'adhésion du gouvernement, tout en laissant justement à celui-ci le soin d'organiser la concertation à laquelle il est attaché pour le déterminer. Nous savons que les inégalités minent nos sociétés. Les entreprises sont un lieu de création de richesses, nul n'en doute, mais aussi le lieu de la répartition inégalitaire de cette richesse et parfois outrageusement inégalitaire. Comme le dit d'ailleurs l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Nous ne pouvons continuer d'accepter des distinctions sociales extrêmes qui non seulement n'ont aucune utilité commune, mais sont même des nuisances sociales. Mes chers collègues, nous devons continuer d'avancer sur le chemin de l'élaboration d'une nouvelle définition de l'entreprise. Non pas pour nous méfier de celle-ci, nous leur faisons confiance, mais pour donner aux femmes et aux hommes qui tous les jours s'y impliquent, y travaillent, y produisent, y innovent, y investissent, un cadre mieux adapté aux défis de notre temps. Chers collègues, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire à propos de ce texte, il n'est pas maximaliste. Accusation qui voudrait essayer de faire croire à nouveau que nous ne pouvons pas changer les choses, ou alors uniquement à la marge. Nous vous commandons de ne pas être des révolutionnaires du statu quo. Cette proposition de loi nous force en réalité à regarder en face où en est la France, alors que le XXIe siècle est inauguré depuis maintenant presque 2 décennies. À travers les nouvelles relations qu'organise cette proposition de loi entre le capital et le travail d'une part, et la prise en compte des conséquences de l'activité de l'entreprise d'autre part, ce texte est également porteur d'une réconciliation entre le travail et le management. En effet, lorsque l'article 1 évoque la prise en compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité, il restaure les latitudes d'action des dirigeants d'entreprises eux-mêmes face au pouvoir devenu exorbitant des marchés financiers et des actionnaires. Lorsque l'article 2 partage les conseils d'administration entre les représentants des actionnaires et des salariés, il restaure le rôle d'arbitre du dirigeant entre le travail et le capital en lui permettant d'incarner l'intérêt de l'entreprise et non plus celui des actionnaires. Cette loi organise la nécessaire réconciliation, l'union
des forces productives nécessaires au renouvellement industriel de notre pays. Maximaliste, irréaliste, cette proposition de loi. Ce qu'elle préconise se fait déjà en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie. En vérité, dans l'océan de la suprématie de la finance anglo-américaine, c'est un modèle européen alternatif qui se dessine, dont nous proposons de prendre la tête ou de rattraper le train et que nous devons rejoindre en votant aujourd'hui cette proposition de loi. Merci, mon cher